L'agriculture française est-elle en danger? La France risque-t-elle de perdre sa souveraineté alimentaire? Pour Christiane Lambert, l'heure est grave. La présidente du syndicat FNSEA est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. On va bien entendu parler du cri d'alarme que vous avez lancé il y a quelques jours sur l'état de l'agriculture française. Mais d'abord donc une réaction à cette image qui paraît incroyable. Emmanuel Macron agressé physiquement lors d'un déplacement dans la Drôme. Quel est votre sentiment? Je suis indignée, je désapprouve, je condamne ce geste-là. Nous sommes dans un pays démocratique, on respecte les gens, on respecte les autorités, on respecte le président de la République. Et le désaccord, aussi grand soit-il, ne justifie absolument pas ce geste. On s'exprime dans les urnes, on s'exprime dans les débats, comme ici. C'est scandaleux. C'est un crescendo de violence et d'expression dont on ne sait pas où il s'arrêtera. La libération de la parole sur les réseaux sociaux, sous couvert de pseudo, où tout le monde dit n'importe quoi, connaissant ou ne pas connaissant les sujets, les insultes, les insanités. Voilà, moi j'appelle. Mais ça, vous le vivez vous-même Bien sûr. On sait que dans le monde agricole, il y a plusieurs syndicats. Vous êtes le syndicat majoritaire, c'est parfois très tendu. On va parler de la politique agricole. Vous savez, même pas entre syndicats, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous dites que vous êtes omnivore, que vous aimez la viande, que vous élevez des cochons. C'est la rafale d'insultes et de mots violents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de prise de recul. C'est direct, je suis là, je tweet, j'envoie. Donc voilà, je pense qu'il faut étudier les conséquences, y compris sur les cerveaux fragiles, sur les jeunes. Parce que, voilà, il y a des jeunes sur lesquels ça a prise. Et puis sur la population dans son ensemble. Je crois que dans nos relations amicales aussi, on voit parfois des paroles qui se débrident. Moi, je suis attachée à la langue française. Un mot, c'est un mot. Une expression doit être correcte. Un comportement doit être correct et respectueux. On dit bonjour. Le président va vers eux. Il n'était pas obligé. Visiblement, ce n'était pas prévu parce que son service de sécurité court après. Il va saluer les gens et cette personne le prend par la main, le tient et le gifle. Enfin, c'est insensé. C'est absolument incroyable. Je suis venue en taxi à votre studio. Le chauffeur de taxi était hors de lui. Il m'a dit « Mais madame, mais comment peut-il ? Comment peut-il ?» Le monsieur de 55-60 ans, il était indigné. Donc je pense qu'au plus haut niveau de l'État, l'indignation s'exprime et c'est normal. Tous les dirigeants doivent le faire et le condamner. C'est bientôt la campagne électorale. Imaginez, tous les candidats vont aller sillonner la campagne. Est-ce qu'ils doivent tous s'entourer d'un service de sécurité pour aller à la rencontre des Français? Christiane Lambert, Emmanuel Macron a fait ce déplacement pour la restauration. On sait qu'il y a cette pandémie de Covid. Il y a un lien entre les éleveurs, les producteurs, les agriculteurs et le monde de la restauration. Est-ce que vous avez senti, vous, un impact de cette pandémie et de ce lien, finalement, qui était distendu, si l'on peut dire, entre les deux secteurs? Oui, bien sûr, on l'a ressenti. Et alors, quel bonheur que les restaurants ouvrent demain. Je peux vous dire que les consommateurs sont super contents. En intérieur, et tant mieux. avec une jauge. Et les producteurs sont super contents aussi parce qu'enfin, on va pouvoir reprendre nos livraisons dans les restaurants de fruits, de légumes, de viande. Alors, certaines filières ont beaucoup souffert. Les pommes de terre, on mange des frites au restaurant, on n'en mange pas à la maison. Certaines viandes, le canard, le pigeon, les cailles, les muscles de bovins aussi, qui ont été moins en vogue. Bref, il y a eu des vraies difficultés. Puis, sans parler du vin, la bière, les jus de fruits, qui, eux, n'avaient pas de débouchés non plus. Donc ça a impacté énormément. Je crois que la baisse d'achat dans la restauration a été énorme et ce qui s'est acheté en grande distribution a été en hausse, mais n'a pas complètement compensé. Donc je souhaite que les Français retrouvent le plaisir de manger, parce que la table en France, c'est d'abord le plaisir. Alors vous avez lancé un cri d'alarme, si l'on peut dire, il y a quelques jours. Vous dites que l'agriculture française est en danger, et vous allez plus loin, vous dites que la France laisse filer son agriculture. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France importe de plus en plus son alimentation. Alors que nous sommes le premier pays européen d'agriculture, en chiffre d'affaires, nous importons de plus en plus, nous importons quoi? Des produits pas chers venant d'ailleurs, mais qui ne respectent absolument pas les mêmes règles de production. Justement, on a ces chiffres, 40% des légumes que l'on consomme en France sont importés, 60% des fruits. Et cette courbe se dégrade. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a 15-20 ans, nous produisions plus. Sur les 15 dernières années, nous avons perdu 14% de notre surface en légumes, alors que l'Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière, a augmenté de 40% et les Pays-Bas de 25%. Mais comment vous l'expliquez, ça? Je l'explique parce qu'il y a des conditions de production différentes. Le coût du travail, la main-d'œuvre qu'ils emploient eux, c'est des contrats avec certains pays d'Europe centrale et orientale, donc ils sont payés beaucoup moins cher. C'est des normes environnementales et sanitaires et phytosanitaires que nous n'avons pas chez nous. En France, quand le produit de traitement des carottes, le dichloropropène, a été supprimé, il a été supprimé qu'en France. Moralité, il est encore utilisé dans d'autres pays. Les carottes viennent en France, elles sont dans les supermarchés. Les Français les mangent quand même, mais le traitement est interdit chez nous. Donc ce sont des distorsions de concurrence qui fait que nous perdons la production, nous importons de plus en plus. Il y a un vrai danger aussi pour les territoires.
Les territoires français sont beaux, attractifs. La France est belle parce qu'elle est cultivée partout. Certains endroits sont des vaches, des cultures, du vignoble. L'agriculture structure les territoires. Donc c'est un enjeu de territoire, c'est un enjeu politique, c'est la souveraineté alimentaire, c'est l'accès à l'alimentation pour le plus grand nombre. Alors justement, l'accès est de qualité peut-être. Ça vous a pas échappé, il y a une manifestation d'agriculteurs bio qui produisent bio. Il y a quelques jours, c'était la semaine dernière. Certains, d'ailleurs, vous le voyez, se sont dénudés. En fait, pourquoi ? Ils s'inquiètent de la nouvelle mouture, si l'on peut dire, de la politique agricole commune, qui leur réserverait moins d'argent pour produire, pour se convertir. On va écouter l'une d'entre elles et on entendra votre réaction juste après. J'ai fait le calcul parce qu'on a un calculateur sur la FNAB, sur le site de la FNAB, qui nous permet de calculer ce qu'on avait eu d'aide en 2019 et ce qu'on aura en 2022 avec cette nouvelle PAC. Moi, je perds 46% de mes aides. Il y en a qui perdent jusqu'à 80% des aides. Christiane Lambert, est-ce que vous les soutenez ou non, ces agriculteurs bio ? Alors, moi, je soutiens l'agriculture biologique, mais je conteste les chiffres absolument erronés qui sont cités par cette personne. Bien sûr qu'il faut soutenir l'agriculture biologique. Les Français veulent manger plus de produits bio, il faut les soutenir. Qu'en est-il des chiffres ? Aujourd'hui, c'est 250 millions d'euros par an qui sont consacrés à la conversion pour les agriculteurs en bio. À la conversion et à l'aide après, et pour que ce soit pérenne, les deux. Et dans la prochaine PAC, voilà. C'est 340, plus 36%. Pour la seule conversion. Voilà. Donc il y a eu une augmentation de 36%, 1,7 milliard sur la période. Là où ça change, c'est que les régions avaient la responsabilité de financer les aides au maintien, pour ceux qui sont déjà convertis. Je rappelle que ces aides aux agriculteurs bio s'ajoutent aux aides à l'hectare, que moi je perçois et qu'ils perçoivent aussi. Donc ils ont les aides hectares, ils ont en plus les aides en bio. Donc 550 € hectare, c'est pas mal quand même avant de mettre le premier grain en terre pour un producteur de grande culture qui se convertit en agriculture biologique. Il faut pointer, il faut dire des chiffres. Et il est absolument faux qu'ils perdent 40%. Il y a 2 régions en France qui avaient maintenu les aides au maintien sans plafonnement, Île-de-France et Normandie. Dans toutes les autres régions, elles avaient déjà disparu. Pourquoi ? Comme il y a plus d'agriculteurs bio, il faut partager une enveloppe. Il faut la partager. Et il y a plus d'agriculteurs bio parce qu'il y a plus de demandes. Et le marché est plus rémunérateur. Les œufs bio coûtent 3 fois plus cher que les œufs classiques. C'est le marché qui doit rémunérer aussi. Ouais. Donc le chiffre est erroné, il est excessif. Alors on va avancer juste. J'aimerais montrer peut-être 2 autres chiffres. 4,6% en 2018, ce sont les exportations agricoles et produits alimentaires. 10,2% en 1990. Là, on voit aussi que ça ne va pas dans le bon sens. Et puis un poulet sur 2 consommé en France est importé. Ça atteint 3 sur 4 lorsqu'on parle de restauration collective. C'est pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs se fassent un ordre d'idées. Venons-en quand même à cette question, Christiane Lambert, du glyphosate. Vous êtes contre son interdiction. Des études de l'Organisation mondiale de la santé disent qu'il est cancérogène. En fait, la question qu'on pose, c'est quelle est l'alternative ? Alors, comment on peut faire ? Une étude sur 22 dit qu'il est cancérogène probable. Là aussi, soyons précis. Le président de la République avait dit « je vais l'interdire sous 3 ans ». Il est revenu sur sa décision parce que pour certaines situations, il n'y a pas d'alternative. Donc il a aujourd'hui une approche plus pragmatique en disant « pour l'agriculture de conservation des sols », c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui ne labourent pas. Donc c'est très bon pour capter du carbone, il y a plein d'avantages, mais ils ont besoin du glyphosate. Donc là, il l'a reconnu. Pour les vignes et les vergers en pente, où il y a une question de sécurité pour les traitements, il a été donner la possibilité de poursuivre. Donc je crois qu'il faut travailler avec discernement. La France doit se prononcer au mois de juin, dans quelques jours. C'est pas que la France, c'est l'Europe. L'Europe dans qui son doit ensemble. se prononcer dans quelques jours. Ouais. Mais de plus en plus, nous entendons des voix qui s'élèvent en disant attention, attention, les alternatives pourraient être plus problématiques que la suppression du glyphosate. Au niveau du coût carbone, notamment, peut-être, mais au niveau sanitaire... Oui, mais même des produits alternatifs aussi pour remplacer le glyphosate. Ce seront des produits qui auront aussi énormément d'impact. Mais quand on vous entend... Pour finir sur le sujet des importations quand même, parce que c'est lié aussi à ça. Si la France décide, elle toute seule, de supprimer le glyphosate et que les autres pays ne le on vous a compris, pas, on va continuer à manger effectivement des produits dangereux. Voilà. Mais juste sur la question, on voit quand même un paradoxe, si vous me permettez, Christiane Lambert, c'est que vous dites que l'agriculture française est en danger, mais en même temps, on voit bien que le système actuel est à bout de souffle, pas qu'en France. Mais ça, c'est les militants. Écoutez, ce sont les militants qui militent et qui disent c'est à bout de souffle. Oui, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut changer. Il y a des changements. Le ministère de l'écologie a communiqué hier moins 36% de produits phytosanitaires. Le ministère de l'Agriculture et de la Santé ont attesté qu'il y avait moins 42% d'utilisation d'antibiotiques. Donc, pour les animaux.
Donc ça joue pour le One Health, votre santé, ma santé. Donc l'agriculture, elle a engagé ces transformations. Elle est en train de changer. On fait de l'agroécologie, on fait de l'agriculture biologique. 10% des surfaces en bio, 30% en agroécologie. Donc elle est en train de changer. Il n'est pas à bout de souffle pour tout le monde, le modèle. Il y a des agriculteurs qui réussissent. Forcément, nous sommes dans un pays, il faut toujours parler de ce qui va mal pour passer à la télé. Mais lesquels réussissent? Les plus gros peut-être, pas les petits, non? Pas forcément, mais les agriculteurs bio qui manifestent Parce qu'on dit sont qu'il y a de aussi... moins en moins de paysans. Les agriculteurs bio qui manifestent là, tout nus, disent régulièrement, nous au moins en bio, on s'en sort. Donc il y a un peu un paradoxe aussi quand même, reconnaissez-le. Donc on est dans un pays où quand on réussit, on n'a pas envie de le dire, sinon ça tire les foudres, on est un salaud qui gagne trop d'argent. C'est aussi ça. Mais il y a des producteurs de lait, il y a des producteurs de céréales, des viticulteurs, des producteurs de porc qui gagnent correctement leur vie, des producteurs d'œufs qui gagnent correctement leur vie. Moi, j'aimerais que vous puissiez aussi le dire et en parler. Alors, c'est à nous de le dire aussi. On le dit bien entendu, mais il y a aussi, il nous reste peu de temps, hélas, mais tout de même sur cette question des suicides, 600 par an, il y en a déjà, au mois de mars, il y en avait déjà 123 paysans qui s'étaient donné la mort, si l'on peut dire, qui s'étaient suicidés. Comment vous l'expliquez? Qui sont-ils? C'est multifactoriel, c'est certain. Qui sont-ils? Beaucoup d'entre eux sont entre 58 et 65 ans. C'est au moment où on quitte son métier, où on a un sentiment de se sentir moins utile, on transmet ou on ne transmet pas, un héritier ou pas, il y a un mal-être très profond. Il y a des retraites catastrophiques. Elle se fait moins cette retraite catastrophique. Elle se fait moins cette transmission aujourd'hui. Les jeunes ne veulent plus reprendre. Ah non, il y a beaucoup de jeunes qui veulent reprendre aujourd'hui. Mais on a un enjeu démographique énorme. 36% des agriculteurs quittent dans les 10 ans. Donc il faut présenter l'agriculture telle qu'elle est, avec ses échecs, avec ses réussites, mais aussi avec énormément d'enjeux. On mange tous 3 fois par jour. L'alimentation, c'est capital, c'est politique. Il faut produire cette alimentation. Et la produire en France, c'est créer des emplois en France. 14% des emplois en France sont liés à l'agriculture. Alors, je vais vous donner juste un chiffre avant qu'on se quitte. Vous êtes la première femme à présider la FNSEA. Combien de femmes agricultrices en France? 25% des chefs d'exploitation sont des femmes. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions, Christiane Lambert, sur TV5 Monde.